Bon, au boulot. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous. Et puis, fidèle à mon habitude, je vais faire un petit retour en arrière sur le retour en arrière qui était déjà lui-même un retour en arrière. Des compléments sur des compléments sur des compléments, etc. etc. Et pour dire que je voudrais faire un petit récapitulatif de l'existence et de l'unicité parce que je crois qu'à force de rajouter des remarques, on ne sait plus, y compris moi-même, exactement où on en est. Donc je vais faire ça pas mathématiquement, mais matiquement. Mais auparavant, juste une petite remarque sur le fait sur ce qu'on pourrait qualifier de compacité étroite au sens L1, c'est-à-dire de contrôler des queues de distribution. Donc, dans un cadre aussi simple que le cadre unidimensionnel, j'avais essayé de construire un contre-exemple pour montrer qu'on avait besoin de quelque chose, que effectivement la décroissance, le comportement à l'infini se dégrade quand la continuité de f, où f est supposée nulle en 0 et au moins continue. Et donc la question étant de contrôler, d'avoir des bornes sur des quantités comme ceci, sur les queues de distribution, les queues de norme L1. Bien. Et de montrer que ceci est uniformément par rapport à beaucoup de choses, et surtout par rapport au temps, et tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Bien. Donc j'avais fait une démonstration lorsque f est lipschitien, en multipliant par une fonction cutoff, et on arrivait assez facilement, donc U est toujours dans L infini de xt inter continu en temps à valeur dans L1. On obtenait une borne de quantité comme ceci assez facilement par une borne de f de u. Et puis fondamentalement, c'était l'intégrale pour les x compris entre 2r et r, donc sur une couronne, et avec un 1 sur r devant. Donc c'était simplement en multipliant par une fonction test et suivre les échelles en R. Bon, donc j'avais dit, si f est lipschitien, ça se majeure par C fois U est borné dans L1, c'est majoré par C sur R. J'avais montré aussi que ça marchait si c'était hölderien grâce aux inégalités de Hölder. En fait, on a besoin de rien. On a besoin de rien si ce n'est de la continuité. Et j'en veux pour preuve de dire que je vais décomposer ça en deux parties, là où U est plus grand que delta et là où U est plus petit que delta. Là où U est plus petit que delta, f de U, je vais l'écrire. Bon, là où U est plus petit que delta, le F étant continu valant 0 en 0 est majoré par un oméga de delta. Ça, c'est le module de continuité de F. Et là où U est plus grand que delta, on a 1 sur R. Et F étant continu, U étant borné, c'est majoré par constante, et U supérieur à delta. Et toujours x compris entre R et 2R. Bon, ça, c'est je peux oublier le U inférieur à delta, et toute cette partie-là se majeure par oméga de delta fois la mesure qui est 2R, donc ça fait 2 oméga de delta, puisque je divise par R. L'autre morceau, je peux le majorer par C0 sur delta, 1 sur R de l'intégrale de U sur R tout entier, parce que là où U est plus grand que delta, U sur delta est plus grand que 1. Donc cette majoration est claire, et donc vous voyez en résumé que vous avez une majoration par 2 oméga delta plus une constante sur delta R, et ceci tend bien vers 0 quand R tend vers l'infini, delta étant quelconque. Donc il n'y a aucune hypothèse sur F, et pourtant j'ai essayé de vous construire un exemple en disant ça se dégrade quand f n'est moins continu en 0.
Donc c'est d'une part parce que je n'avais pas suffisamment réfléchi à la question, parce que ça m'était venu rapidement, et d'autre part parce que j'avais l'intuition que ça doit se dégrader. Alors cette intuition est correcte, même si je ne savais pas à l'époque exactement pourquoi. Cette intuition est correcte, mais il faut regarder ce qui se passe en dimension plus grande. Et puis après, je vais rajouter du x, etc. Parce que ça, c'est en dimension 1. Alors, on va dire, on va faire la même démonstration en dimension supérieure. En dimension supérieure, que se passe-t-il? Donc, on écrit d sur dt, u plus divergence en x de f de u, où f est vectoriel. Solution anthropique, blablabla. En fait, la solution anthropique, on s'en sert pour avoir une inégalité sur la valeur absolue de u. Mais la valeur absolue de u, c'est une entropie. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque je fais ceci et que je multiplie à nouveau par une fonction qui R, qui est donc une fonction de x sur R, et puis ça suffit comme ça, et qui est en grosso modo une fonction qui vaut 1 entre 0 et R. Et puis, on peut la faire décroître linéairement. Donc, ça, c'est plutôt qui? De sorte qu'en 2, elle vaut 0. Donc, une fonction à compact support, à support compact, et qu'on peut prendre un peu plus régulière si on en a envie, mais ça ne change rigoureusement rien. Donc si je fais la même démonstration que celle que j'ai faite la dernière fois, je retrouve l'intégrale de u qui R. Au membre de droite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intégrale de f de u gradient qui R. Et comme on est en dimension supérieure, le x, c'est réellement la valeur, enfin la norme de x. Bon, ben, la norme du gradient, c'est grosso modo 1, et c'est même exactement 1. C'est 1 sur R dans la couronne entre R et 2R. Et donc, cette quantité-là, je peux la majorer par l'intégrale de valeur absolue de f de u, 1 sur R, x inférieur à R et 2R. Et la grosse différence, c'est que là où le volume de cette couronne en dimension 1 vaut R ou vaut 2R, en dimension supérieure, le volume de la couronne, c'est R à la puissance de la dimension, R puissance D. Et donc, R puissance D divisé par R, si je veux juste faire cette démonstration, ça ne marche pas. Ça ne tend pas vers 0 quand R tend vers l'infini. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème et, a priori, cette démonstration, si f est juste continu, ça ne fonctionne pas. Donc il y a une différence entre la dimension 1 et la dimension 2, ce qui peut se comprendre avec un phénomène, enfin, ce qui peut s'intuiter avec un phénomène hyperbolique. Et le fait que, bah oui, il y a beaucoup plus d'espace. Comment se dépatouiller là-dessus? On peut essayer de voir en disant, supposons que f soit eulérienne. C'est-à-dire que f de z, comme de toute façon u est borné, c'est-à-dire que f de z est inférieur à c0 fois z à la puissance θ. Parce qu'en effet, si déjà c'est Lipschitz, là j'ai du u, l'intégrale de u est majorée, j'ai du 1 sur r, c'est bon. Donc la première démonstration que j'avais faite, dans le cas lipschitzien, en tout cas en 0, fonctionne. Et ce truc-là tend vers 0. On a un contrôle des queues d'intégrale. Question, c'est, j'avais poussé ça en dimension 1 à n'importe quelle fonction eulérienne. Bah, essayons de faire la même chose en dimension supérieure. Auquel cas, évidemment, θ égale 1, c'est le cas lipschitzien. Je me suis contenté de le dire oralement pour avancer un peu. Donc 1 sur R, je vais avoir une constante qui n'a aucune espèce d'importance, c'est l'intégrale de u puissance θ, x compris entre R et 2R.
Et puis, ce bazar-là, je n'ai pas le choix, je vais le majorer. Par quoi? Par les inégalités de Hölder. Donc, qu'est-ce que je fais? Θ, là-dedans, évidemment, si c'est strictement plus petit que 1, θ égale 1 est trivial. Et donc, les inégalités de Hölder, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent l'intégrale de U pour R compris entre x et 2R, et puis ça, en fait, c'est borné, fois la puissance θ. Le volume qui est en R puissance D, bon, il y a une constante devant que j'ignore, c'est D, pour le volume d'une couronne comprise entre 1 et 2. Et la puissance qui apparaît ici, c'est 1 moins θ. J'ai du 1 sur R qui est évidemment devant. Donc, on voit qu'il y a un point tournant. Pour θ égale à 1, ce terme n'est pas là, on a du 1 sur R. Pour θ égale à 0, on a du R puissance D divisé par R. Ben, ça, c'est pas bon. Dès qu'on est en dimension supérieure ou égale à 2. En dimension 1, bah oui, il n'y a pas de souci. OK. Donc, le cas limite, et ça va marcher pour tous les θ plus grands que ce cas limite, c'est de dire que D1 moins θ est égal à 1. Ça, il y a un θ critique. Et ce θ critique, ça fait θ égale D moins 1 sur D. Donc, θ égale à 0, toutes les fonctions continues en dimension 1. Et en dimension 2, bah, ça passe à 1,5. Bon. Deux questions. Est-ce que c'est juste un effet de la démonstration? Deuxième question, qu'est-ce qui se passe pour l'exposant critique? Alors pour l'exposant critique, ça continue de marcher, on va le voir. Et ce qu'on va voir après, qu'on est un peu généralisé, on verra qu'il y a un exposant limite. C'est-à-dire qu'en général, ça ne marche pas en dessous de D-1 sur D. Donc, si θ est plus grand que D-1 sur D, c'est OK, on a une borne. Et si θ est égal à D-1 sur D, c'est encore OK, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que vous voyez qu'il y a du 1 sur R, et il y a du RD à la puissance 1 moins θ qui, évidemment, donne 1 sur D. Donc, les R s'en vont. Et la seule chose que l'on démontre, c'est que l'intégrale de U pour X supérieur ou égal à R, entre R et 2R, excusez-moi, l'intégrale de U qui R, que je peux minorer par cette intégrale-là, les X plus grands que 2R. Ça, c'est vrai en tout temps, et je peux l'écrire si j'en ai envie avec l'intégrale de 0 à grand T. Donc, on peut très bien mettre une double intégrale, je passe sur un détail. Eh bien, fondamentalement, je vais le majorer par C0 fois, mais je vais le majorer par l'intégrale de U entre X compris entre R et 2R à une puissance qui est 1 moins θ, et 1 moins θ, dans ce cas-là, ça doit être évidemment 1 moins θ, 1 moins θ, c'est 1 sur D, oui. Enfin, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, et puis là, on est un peu coincé. Parce qu'on veut que ça tende vers 0, et ça tend vers 0. Alors, une manière de dire les choses, c'est de dire que je regarde l'intégrale de U pour X supérieur à 2R, à la puissance D, est majorée par une autre constante. Je ne vais pas l'appeler C0. C, c'est une constante générique. U entre R et 2R. Bon, une astuce, des astuces assez classiques qui remontent aux techniques sur les équations elliptiques. Quand on a des inégalités comme ça, on a en fait une bonne borne. Et la manière simple de s'en convaincre, je vous montre l'astuce. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. C'est de prendre des puissances de 2 pour R, de façon à pouvoir suivre. Et ensuite, en fait, on aura pour tous les R, mais même les puissances de 2 suffisent pour avoir la compacité étroite. Mais bon. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si vous baptisez MK
la masse qui est contenue dans le complément de x à la puissance de x plus grand que 2 puissance k pour u, eh bien, l'inégalité que l'on vient de voir, c'est que mk plus 1 à la puissance d est majorée par une constante, et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mk moins mk plus 1. Bon, ben là, évidemment, vous avez une série convergente. OK. Puisque mk tend vers 0 à l'infini, on sait que u est dans L1, il s'agit d'avoir une estimation. D'accord? Donc vous en déduisez que vous avez ici une série convergente. Le k plus 1, évidemment, ne sert à rien. Donc, en particulier, ça veut dire que ça tend vers 0, mais ça ne vous donne pas un contrôle a priori. Il faut quand même rajouter une petite couche parce que vous voulez un contrôle qui soit indépendant, bon, entre somme de séries, etc. Il faut faire un tout petit peu attention. Mais on sait quelque chose en plus, c'est que les MK sont décroissants. Et donc, ça, a priori, c'est supérieur à n fois mn à la puissance d. Puisque les n premiers sont tous plus grands que mn. Il y en a n, et donc ça fait n mn puissance d. Non seulement c'est fini, mais c'est en fait majoré par une constante. Bien. Puisqu'on contrôle la norme L1. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc que mn est inférieur à c sur n à la puissance 1 sur d. Et comme mn, c'est la masse dans l'extérieur d'une boule de rayon 2 puissance n, ce que ça vous donne, c'est un contrôle de cette masse qui est l'intégrale de u pour x supérieur ou égal à r, disons pour r plus grand que 1, qui est en c divisé par log r. Donc dans ce cas limite, c'est ce qu'on obtient, parce que n, c'est du log de 2 puissance n. Et le d, on s'en fout quand on prend des logs. Non, j'ai une bêtise d'ailleurs. C'est du log r à la puissance 1 sur d. Bien. OK, donc effectivement, là on voit en tout cas dans la démonstration, donc ça marche encore dans le cas limite, on voit en tout cas avec cette démonstration que la continuité en zéro fait quand elle se dégrade, fait se dégrader le comportement de U à l'infini. Question, c'est est-ce que c'est juste une conséquence de la démonstration? Là, on a gratté le plus qu'on pouvait de la démonstration. On ne peut pas aller plus loin. Est-ce que par une autre technique, on pourrait faire mieux? Donc on va voir que la réponse est non, en tout cas dès que j'aurai rajouté une dépense en x. Et donc on en arrive enfin au récapitulatif que je vous ai annoncé. Dans lequel je ne vais pas essayer de citer des théorèmes, je vais récapituler quelles sont les hypothèses dont on a besoin pour les étapes cruciales des démonstrations. Après, vous construisez vous-même votre théorème en piquant les informations que vous voulez. Je m'explique. Donc, ce sont les récapitulatifs des faits qui sont cruciaux pour toutes les questions d'existence et d'unicité. Alors, parce que cette question que j'ai présentée sur le point technique, on la voit aussi dans l'unicité, comme vous le verrez dans un instant. Quoi qu'il en soit, dtu plus divergence en x de f de x et de u égale à 0, RD, 3, disons 0 à l'infini. Je pourrais mettre en même temps de la dépendance en t, mais alors celle-là, elle ne coûte rien. Il faut mettre du L1 en temps partout et c'est pareil. Bien.
je vais au minimum supposer que f de x et de z est dans L1 log en x, on se préoccupera de l'infini après, à valeur dans les fonctions continues en z. Donc ça, je vais toujours supposer ça. Autant quand je n'ai pas de dépendance en x, normaliser f en disant f de 0 est égal à 0, c'est raisonnable, puisque je ne vois que la dérivée de f de u, de rajouter une constante à f ne change rien. Là, quand j'ai une dépendance en x, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire f de x et de 0 est identiquement nul, ça c'est une hypothèse très forte. Donc il va falloir regarder un tout petit peu les signes. La première question, c'est la borne L1. La borne L1, et je parle toujours d'une solution anthropique. Et qui sera toujours au minimum continue en temps à valeur dans L1. Je vais vous indiquer quand est-ce qu'il y a la borne L infinie, ça on l'avait vu, je n'y reviens pas, et après je ne parlerai que de solution L infinie dans un instant, parce que en fait, je vais le faire tout de suite. Parce que en fait, les solutions L1, c'est quasiment comme les solutions L infini, parce qu'on a les troncatures, il y a juste une petite erreur à payer sur la droite, et donc tout passe exactement pareil avec L1. Donc, identique sans ça. Alors là, lorsqu'on enlève L infini, on a besoin que la borne L1. Si on veut une solution L infini, il faut mettre l'hypothèse correspondant à la borne L infini. Elle n'est pas nécessaire pour de l'existence de l'unicité L1, l'hypothèse sur la borne L infini. La borne L1, c'est simple, ce qu'il faut, grosso modo, c'est une hypothèse naturelle, c'est de supposer que ceci est dans L1. Donc ça, je ne l'ai jamais dit, et je crois que c'est quand même pas inutile de le dire. Et c'est assez raisonnable, parce que à l'infini, U, si U est dans L1, vaut 0. Et donc, vous ne voudriez pas que la variation à l'infini soit, ou c'est grosso modo la divergence de x de f de x de 0, soit pas intégrable. Sinon, ça voudrait dire qu'on est en train de rajouter vraiment beaucoup de masse à l'infini. Une autre manière de voir les choses, c'est de faire la démonstration. Je ne dis pas que c'est la seule démonstration, c'est la seule hypothèse. En fait, on peut mettre d'autres hypothèses, mais bon. On peut affaiblir un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, on peut surtout regarder ce qui se passe à l'infini, mais je simplifie. Comme de toute façon, j'aurais besoin de faire des hypothèses sur le caractère L1 local, de regarder uniquement à l'infini ne change pas grand-chose. Si on rajoute les autres hypothèses. Et ça, à quoi c'est dû? Bien, c'est dû au fait que d sur dt de U, valeur absolue de U, pour une solution anthropique, dans le cas où il y a une dépendance en f, ça fait f de x et de U moins f de x et de 0, parce qu'il faut réintégrer pour avoir le flux de l'entropie valeur absolue, fois sin de U. Okay. Et ce que l'on a, sauf erreur de ma part, c'est moins divergence en x de f de x et de 0, cette fois sin de U. Donc, la divergence, une fois qu'on intègre, ça disparaît, et vous voyez que si ceci est dans L1, comme le signe, a priori, il est dans quelconque, on est sûr d'avoir une borne L1. Si U était de signe constant, on aurait besoin de moins, parce que si on s'intéresse à des solutions positives, grosso modo, l'intégrale de la divergence, on peut la contrôler si on contrôle ce qui se passe à l'infini. C'est comme ça qu'on peut faire des généralisations. Mais si U est de signe quelconque, grosso modo, c'est comme si on avait la valeur absolue de divergence. Donc, il n'y a pas une grande perte à faire cette hypothèse-là. Si on veut une borne à l'infini, ça a été fait dans le cours assez rapidement. Et l'hypothèse, c'est de dire que divergence en x de f de x et de z, ça c'est juste un rappel, là je viens de faire la démonstration, fois sin de z
fois sin de z est supérieur à moins C0 fois 1 plus z. Bien. Par exemple, et on peut faire des petites améliorations. On avait vu que lorsqu'on regarde des problèmes de Dirichlet, on peut faire une translation par une fonction dans W1 inter à l'infini. Donc, on a un petit peu de marge là-dessus, mais ça, c'est une hypothèse raisonnable qui entraîne les bornes à l'infini. Je répète que pour faire la théorie L1, on n'a pas besoin de cette hypothèse sur la borne à l'infini. Pour la justification du doublement de variables, de quoi a-t-on besoin? Donc, pour le doublement de variables, donc je vais souligner à chaque fois. Je pense que ce petit tableau récapitulatif nous fera tous du bien. Doublement de variables. Qui permet d'aboutir à l'information suivante, ce qui résume d sur dt de u moins v plus divergence en x de f de x de u moins f de x et de v, fonction indicatrice, une grande accolade de 1 de u plus grand que v, négatif ou nul. Donc le doublement de variables permet, lorsqu'on peut l'opérer, permet d'obtenir cette inégalité qui, lorsqu'on peut l'intégrer, donne l'unicité, la comparaison, la contraction L1, etc. Donc ça, je l'ai fait dans le cours, et on a vu que l'hypothèse naturelle, c'est de dire que la dérivée en x de f, j'ai déjà supposé que c'était dans L1 log en x à valeur des fonctions continues, et dans L1 log en x à valeur des fonctions continues en z. Bien. Et pour compléter un théorème d'existence et d'unicité, il y a d'une part le contrôle à l'infini de la masse et d'autre part d'en déduire réellement que l'on a l'unicité grâce à cette inégalité différentielle, ce qui formellement correspond exactement comme dans le cas de la masse à essayer d'intégrer sur l'espace tout entier. Et donc le point que je veux dire, c'est que conclusion de l'unicité et contrôle de la masse à l'infini. C'est exactement la même question. Contrôle de la masse à l'infini, on voit bien de quoi il s'agit. Le contrôle de la masse à l'infini, une fois qu'on a fait, comme on sait que divergence de x de f de x de 0 est dans L1, je fais maintenant toujours cette hypothèse, toujours supposée. Eh bien, donc ce que l'on voit, c'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'on peut contrôler l'intégrale pour x compris entre r et 2r? Maintenant, j'ai du f de x et de u. J'ai du f de x et de 0, je vais tout de suite le retrancher, et puis je vais faire des commentaires. Et j'ai un 1 sur R devant. Alors, ça contrôle tout. Ça contrôle certainement le contrôle de la masse à l'infini, parce que c'est exactement ce qu'il sort. Vous voyez, j'ai retranché ça, mais ça, c'est un terme L1. Lui, les intégrales sur les couronnes, ils sont aussi petits que vous voulez. Donc ça, c'est la quantité essentielle. Mais pourquoi est-ce important pour l'unicité? Parce que maintenant, si vous multipliez cette inégalité à nouveau par la même fonction test qui R, vous en déduisez que d sur dt de l'intégrale de u moins v plus qui R, toujours la même fonction, bien, est égal à l'intégrale de f de x et de u moins f de x et de v, fonction indicatrice de u plus grand que v, gradient qui R, c'est-à-dire, oui, gradient qui R. Bon, maintenant, si vous mettez des valeurs absolues, et comme à nouveau, j'ai une fonction indicatrice, il n'y a pas une grande perte à mettre des valeurs absolues, vous pouvez bien sûr glisser un moins f de x et de 0 plus f de x de 0.
Et vous voyez que vous avez d'une part le contrôle en U et le contrôle en V. En tout cas, si vous avez un contrôle comme ceci, qui est de toute façon nécessaire pour avoir de la compacité étroite L1, la compacité étroite à l'infini, contrôler la masse à l'infini. Donc, si vous savez le contrôler, vous en avez besoin pour l'existence, eh bien, vous savez contrôler individuellement, dire que ces choses-là tendent vers 0, à la fois pour U et pour V. Et donc, vous aurez bien démontré l'unicité globale. Donc, on voit que les deux questions sont reliées, contrôler la masse à l'infini. Et si on sait bien contrôler la masse à l'infini, en tout cas, il n'y a pas de problème pour justifier l'intégration sur l'espace tout entier de la norme de comparaison, de la norme L1 de U-V. Okay. Donc ça, je ne vous l'avais pas dit, je pense que si on fait des choses... Alors évidemment, si on supprime l'infini en disant que tout est périodique, il n'y a pas de souci. Ou si on supprime en supposant que c'est lipschitzien et que donc on a une propagation à vitesse finie de l'information, on n'a pas de souci à se faire à l'infini. C'est les deux cas de figure où on tue ce qui se passe à l'infini. Si on a l'infini, il faut faire un peu attention avec les queues d'intégrale, la justification de l'intégration sur l'espace tout entier. Le processus est toujours le même. On intègre grosso modo sur une grande boule. Ça veut dire intégrer sur une boule en adoucissant un tout petit peu le bord de la boule. C'est-à-dire en faisant une transition non pas brutale de 1 à 0, mais adoucie. Et donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'à ce moment-là, on est ramené à la question que je mentionnais, qui est la question de contrôler ce genre d'intégrale. Tout à l'heure, il n'y avait pas de dépendance en x, ça valait 0. C'est exactement ce qu'on a majoré. Et donc, on sait que lorsqu'il n'y a pas de dépendance en x, en dimension 1, il n'y a aucune hypothèse, parce que f est continu. En dimension supérieure ou égale à 2, on a une puissance limite sur le comportement en 0, l'eulérianité en 0. C'est même pas eulérien partout, hein, c'est une majoration en 0. C'est le comportement près de 0. Alors, si on fait des hypothèses uniformément en x, on aura la même démonstration. Mais des normes uniformes, ce n'est pas naturel dans le problème. Ce n'est pas naturel parce que, pensez à Dirichlet ou décalé par une fonction qui est dans L1, et vous voyez que toutes les dépendances ici, c'est toujours du L1, hein, c'est L1 log en x. Donc, dire tout à coup mettre une norme à l'infini, c'est trop violent. Alors, comment on va s'y prendre? Déjà, on va séparer la dimension 1 de la dimension plus grande, puisque la dimension plus grande, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais commencer par la dimension plus grande, et puis après, je conclurai avec un contre-exemple. Alors, en dimension 2, supérieur ou égal à 2, je compléterai dans un instant. J'ai introduit une notation qui est f tilde de x et de z égale f de x et de z moins f de x et de 0. Ça ne peut pas faire de mal. J'efface tout ce bazar-là. Et donc, je veux majorer quelque chose qui n'est rien d'autre que f tilde de x et de z. J'ai mis les valeurs absolues pour x compris entre r et 2z. Bien. Si je veux copier la démonstration que j'ai faite il y a un instant, je divise par valeur absolue de z à la puissance θ et je fais sortir z à la puissance θ. On sait qu'il faut prendre θ supérieur à d moins 1 sur d, et que plus θ est grand, étant entendu qu'il est de toute façon inférieur ou égal à 1, et que de toute façon, si je veux faire le plus général possible, j'ai intérêt donc à prendre θ égale d moins 1 sur d, ce que je vais faire. Parce que si on a une inégalité, comme de toute façon les z qui nous intéressent, l'inégalité que j'ai donnée là-bas, avec le f de z, on la voit encore en transparence, f de z inférieur à z cz puissance θ, ça c'est vrai pour tout z inférieur à r.
Le U, il est borné, donc ce qui se passe à l'infini, on ne s'en préoccupe pas. U est dans l'infini. Bien. Donc, si je fais ça, à nouveau, je n'ai pas le choix, θ, c'est d moins 1 sur d. Je fais que lorsque je sais que je vais sortir l'intégrale de U pour x compris entre R et 2R, et puis ça, c'est à la puissance 1 sur d, j'ai une constante, j'ai rien du tout, et je vais majorer ceci par l'intégrale de f. Alors, c'était quoi la puissance? Donc, ici, c'est d moins, ça, je l'ai élevé à la puissance d sur d moins 1, donc f, je dois l'élever à la puissance conjuguée, c'est-à-dire f à la puissance d, et je vais vous indiquer ce qu'est f dans un tout petit instant. Et ici, c'est pas 1 sur d, non? Si, c'est 1 sur d, bon. Normalement, c'est θ. Ouais, je ne sais plus, c'est θ. Bon. Et là, c'est 1 moins θ, et ça, c'est 1 sur d. Et j'ai un 1 sur R, et là, j'ai x compris entre R et 2R. Alors, qu'est-ce que c'est grand F? Je vais maintenant le mettre ici. C'est le sup sur tous les z majorés par une constante C0 qui contrôle la norme U à l'infini, de f tilde de x et de z, divisé par z à la puissance θ. Donc ça, c'est uniquement Hölder. Et puis j'ai un 1 sur R lié. Alors évidemment, si je suppose que f est dans l'infini, c'était de faire les choses uniformément, ça c'est de volume, c'est en volume, c'est du R puissance D, à la puissance sur D c'est 1 sur R, et puis je suis reparti avec mes 2 puissance n, et à la fin du log de R à la puissance 1 sur D. Bon. Mais ça, je n'ai pas envie de le faire, parce que je n'ai pas envie de dire qu'il y a des choses qui sont dans l'infini, c'est très mauvais lorsque vous réfléchissez à ce décalage par des fonctions W1 liées à Dirichlet, par exemple. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut? Soit vous mettez l'hypothèse que l'intégrale de fd sur une couronne se majore par c puissance rd. Bon, d'accord, ça c'est une hypothèse, mais ça c'est un peu triché. Soit vous dites, il suffit, par exemple, que f soit dans LD uniforme. Donc, qu'est-ce que c'est LD uniforme? C'est de dire que le sup sur les y de l'intégrale plus une boule de rayon 1, donc ça sera LQ uniforme, donc phi appartient à LQ uniforme si et ça c'est une norme. Donc c'est un mélange de LQ et de l'infini, et en termes de géométrie des espaces de Banach, c'est pas séparable comme l'infini. Ça ressemble à l'infini en termes de géométrie, enfin en termes de propriétés d'analyse fonctionnelle, mais ça ne demande évidemment pas de la régularité et l'infini. Ça veut dire que c'est bien uniforme, c'est bien intégrable à la puissance Q localement, mais que chaque fois que vous intégrez sur une boule de rayon 1, peu importe où son cube est, où son, la boule, le point est, l'intégrale sur une petite boule autour est contrôlée. Ça veut dire, pour couvrir, donc pensez avec des cubes, mais pour couvrir une couronne de rayon R avec des boules de rayon 1, il en faut de l'ordre de R puissance D. D'accord? Pensez avec des cubes, hein. Remplissez avec des cubes, je vous laisse. C'est juste du scaling. Hein. C'est juste du changement d'échelle. Il en faut un certain nombre pour couvrir avec. Bon, enfin bref. Donc, remplacez les boules par des cubes et ceci sera assez clair. Donc, si f est dans LD uniforme, ça va être majoré par c à la puissance rd. À la puissance 1 sur d, ça fait du r sur r, c'est bon. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ceci appartienne à LD uniforme, ce qui est quand même beaucoup mieux qu'à l'infini. Bon.
D'autant plus que lorsqu'on fait des décalages avec une fonction dans W1 et qu'on en a 4 à l'infini, on sait qu'elle est dans... Bon, bref. OK. Alors, en dimension 1, et puis tant que j'y suis à essayer de faire les choses les plus fines possibles, autant se convaincre. Mais fondamentalement, ce que vous voulez, c'est que ces queues d'intégrale se comportent en R puissance D, si vous n'avez pas envie de supposer LD uniforme. C'est juste une hypothèse qui fonctionne. L'hypothèse la plus générale possible, c'est ça. Bon. Ce qui est une hypothèse, qu'est-ce qu'elle est, mais bon, que je ne trouve pas très jolie. Alors, en dimension 1, en fait, en découpant U entre U plus petit que delta et U plus grand que delta, on est toujours amené à contrôler, mais à contrôler deux choses. L'intégrale de f tilde de x et de z, de f tilde de x et de z, valeur absolue, on est pour x compris entre r et 2r, il y a du 1 sur r, et puis là, il y a la fonction indicatrice que u est plus petit que delta. Bon. Et puis on a une autre intégrale. Là où u est plus grand que delta, on sait que là, il n'y aura pas trop de soucis à se faire, on va pouvoir mettre sup sur tous les z de inférieur à C0 de f tilde de x et de z, puisque là, il n'y a rien à gratter du f tilde là. C'est toujours pour les x compris entre r et 2r, et c'est du 1 de u plus grand que delta. Bon, et il va falloir traiter les deux termes. Que sait-on sur le premier terme? Sur le premier terme, on sait que presque partout en x, et d'ailleurs ici, je peux brutalement majorer par le sup sur tous les z inférieurs à delta de f tilde de x et de z. Je sais que presque partout en x, la fonction est continue en z. Donc cela veut dire que presque partout en x, f tilde de x et de z tend vers 0 quand z tend vers 0. Et donc ceci est dans L1 petit quand delta tend vers 0. Dans L1. Après, je l'intègre sur quelque chose qui est de volume R et je divise par R. C'est dans L1, mais c'est dans L1 loc. Donc, j'ai quelque chose qui est petit en norme L1 localement, et là encore, c'est contrôler 1 sur R, une moyenne de ces intégrales. Donc vous voyez que là aussi, ça ressemble à l'hypothèse que j'ai faite il y a un instant du L1 uniforme. Mais le L1 uniforme, ce n'est pas tout à fait suffisant. Puisque ce qu'il faut, c'est que sup sur z plus petit que delta de f tilde de x et de z certes soit dans L1 uniforme, mais il faut qu'il tende vers 0 quand delta tend vers 0 dans L1 uniforme. Bon, il faut faire un peu attention avec L1 uniforme parce que ça combine à la fois les ennuis de L infini et les ennuis de L1. Donc, et il ne suffit pas de dire c'est dans les L1 uniforme et ça tend vers 0 presque partout. Ça serait L1. Bon. OK? Ça permet certainement de tuer le premier terme. Pourquoi?
parce que ça, vous le majorez. Chaque fois que je prends la norme L1 uniforme, je sais que lorsque je fais mon comptage de boules, eh bien, je vais en avoir de l'ordre de R ici, divisé par R, et donc tout ceci, je peux le majorer par une certaine constante, fois le sup sur les Z inférieurs à delta, de F tilde de X et de Z, dans L1 uniforme. Et j'ai précisément mis l'hypothèse qu'il faut pour que ça tende vers 0. Ben ça, c'est tout simplement de dire que je découpe les boules en dimension 1, c'est des intervalles de longueur 1. Et dans un intervalle de longueur R, j'ai besoin de l'ordre de R, intervalle de longueur 1. Et l'intégrale sur chacun des intervalles, je la majore par le sup, ce qui est par le sup, c'est-à-dire la norme L1 uniforme. Donc 1 sur R, l'intégrale, ça disparaît, et le 1, je le majore par 1, la fonction indicatrice, je la majore par 1, et on a fini pour ce premier bout. OK ? Quant au deuxième bout, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bon, ça, c'est une fonction dont on sent bien qu'on a envie de dire qu'elle est dans L1 uniforme. OK ? Donc, modulo un peu de l'intégrabilité, c'est comme si elle était bornée. Pas tout à fait, c'est que L1. Si elle était bornée, on majorerait une inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on majorerait la mesure de U supérieure ou égale à delta par 1 sur delta fois l'intégrale de U qui est bornée, on oublie. C'est fini. Mais comme ce n'est pas L infini, je ne peux pas faire ça. Bon. Alors, je suis obligé de décomposer ça de manière un peu plus subtile. Donc, je vais prendre maintenant R égale un entier. Comme ça, on va aller, parce que les intervalles de longueur 1, c'est plus simple avec les entiers. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit grosso modo de majorer pour les J compris entre n et 2n. Donc, celle-là, j'ai déjà eu une fonction grand F. Celle-là, je vais l'appeler G de X. Donc, je dois écrire 1 sur n, tous les j qui sont compris entre n et 2n, bon, enfin, strictement inférieur à 2n, peu importe, on s'en fout, de l'intégrale de g de x, pardonnez-moi, et puis de l'intersection, donc ce que je vais baptiser à n. Donc maintenant, je vais raisonner à delta fixé. Delta positif fixé, il s'agit de comprendre pourquoi ceci tend vers 0 quand R tend vers l'infini. C'est ça la question. Et qu'est-ce que je sais sur AN? C'est l'intersection de la zone où U est supérieur ou égal à delta avec l'intervalle entre n et n plus 1. Donc, je vais l'écrire. Bien. Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que, évidemment, ce sont des ensembles disjoints et qu'en termes de mesure, en notant la mesure avec la valeur absolue, la somme des mesures de AN, c'est la mesure de U supérieure ou égale à delta, qui est majorée par 1 sur delta fois l'intégrale de U, en d'autres termes, qui est contrôlée. Donc, en d'autres termes, je sais que ici, vous avez une série convergente. Et donc, vous voyez, vous avez n termes qui sont des intégrales de g de x sur un ensemble de plus en plus petit. Donc, une hypothèse qui suffit
et de dire que ça, c'est dans L1 plus uniforme. Par plus, je veux parler d'écu et intégrabilité. C'est-à-dire, supposer que les f tilde de x et de z, c'est-à-dire le g, et donc lorsque je le restreins à y plus b1, ça fait une collection de fonctions pour y dans Rd, c'est une collection de fonctions dans L1, et L1+, c'est dire que ça, c'est écu intégral. De sorte que l'on va savoir que g de x 1 à n, ceci se majore par un certain module, c'est en fait un module de continuité de l'intégrale, qui est un module de la mesure de AN, où mu tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Quand mu de S tend vers 0, quand S tend vers 0+. C'est ça l'écu et intégrabilité. C'est-à-dire que lorsque j'intègre sur un petit ensemble, ben, je peux le majorer par une fonction qui tend vers 0 quand la mesure tend vers 0. Bien. Et c'est indépendant de n parce que là, c'est simplement un ensemble qui est dans l'intervalle nn plus 1 et mettre cette hypothèse. Bon, et là, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour dire que individuellement, donc là, c'est un AJ, pardonnez-moi, hein, c'est une somme en J. Donc, vous voyez que pour J grand, ce bazar-là est uniformément petit, et donc après, vous le sommez n fois et vous divisez par 1 sur n, et c'est gagné. Bon. Donc, c'est une hypothèse qui s'en sort. C'est quand même plus joli que de faire des hypothèses générales en disant si j'ai ici un ensemble de mesures finies, alors je sais que ceci tend vers 0. Il y a toujours l'hypothèse la plus générale qui consiste à mettre comme hypothèse ce que vous voulez. Mais voilà une manière de le vérifier naturellement. En particulier, c'est OK si vous savez que c'est dans un LP uniforme, hein, pour n'importe quel P plus grand que 1. Donc il y a un tout petit peu plus d'intégrabilité que L. Bien. Et que ce soit uniforme. Comme de toute façon, dans l'unicité, vous avez besoin de supposer que c'est dans L un loc, vous voyez que la dépendance à la fonction continue, vous voyez que vous avez par les inégalités de Sobolev automatiquement du LP loc. Il faut simplement que ce soit un peu uniforme à l'infini. Bien. Et donc là maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez un théorème d'existence et d'unicité, dans L infini pour simplifier, il y a cette hypothèse-là, il y a cette hypothèse-là, il y a, suivant la dimension, les hypothèses qui sont ici, et vous avez un théorème complet. Si vous voulez juste regarder l'unicité, vous avez besoin de cette hypothèse-là et des hypothèses qui permettent de faire l'intégration à l'infini. Vous n'avez pas besoin des hypothèses qui permettent d'obtenir des bornes, puisque dans l'unicité, vous les supposez, etc., etc. Voilà, ouf. Donc, ah oui, non, j'ai oublié quelque chose, c'est θ égale d-1 sur d. Je voudrais quand même, là, maintenant, je veux enterrer cette histoire et ne pas, dans le dernier cours, faire un retour sur le premier cours. Donc, je me contente de faire des retours sur le deuxième cours dans l'avant-dernier cours. J'ai beaucoup de marge. Alors, donc, mais ça, en tout cas, ça permet de recadrer toutes les questions sans conditions limites. Après, dans tout ce que j'ai fait avec conditions limites, c'était un peu découplé de ce genre de questions, parce que je me concentrais sur ce qui se passait au bord. Donc, vous avez tous les arguments à l'infini. J'ai fait soigneusement les arguments sur le bord. Donc, on est à peu près, je pense, on est à peu près OK sur tout le cours jusqu'à présent, modulo le fait que j'ai quand même cette question sur θ égale d-1 sur d. Je me suis dit que je n'allais quand même pas vous dire je reviendrai la semaine prochaine et je vous donnerai la réponse. Donc il a fallu que je bosse un peu. Et voici un contre-exemple. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr du signe parce que
entre bosser et faire les choses proprement, ça c'est autre chose. C'est quand même le cours pour nettoyer mes pensées un peu confuses. Donc je vais prendre un cas typique qui va permettre de faire des calculs explicites. Donc il va dépendre de x. Est-ce qu'il y a des contre-exemples avec que du f de u? Je pense que oui. Mais de rajouter la dépendance en x me donne beaucoup plus de latitude pour créer des contre-exemples. Je vais prendre u à la puissance θ. Je vais être en dimension supérieure ou égale à 2. Donc θ, c'est ce bazar-là. Et puis je vais mettre, et je ne sais pas lequel c'est, x sur norme de x. Alors, normalement, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est envoyer de la masse à l'infini. Parce que je veux peupler la masse à l'infini. Donc la dynamique que je dois avoir, qui doit être non linéaire, et avec θ plus petit que 1, ça va permettre de pousser encore plus vite la masse à l'infini. C'est des phénomènes de transport rapide, des puissances plus petites que 1. Donc je voudrais plutôt du x point égale x sur x. Ouais, bon, j'ai une chance sur 2 parce qu'après il faut prendre la fonction duale puisque c'est la conservation de la masse. Donc il y a tellement de changements de signe que je n'y arriverai pas. Donc on va laisser le plus ou moins, on va voir celui qui marche, en espérant qu'il y en ait un des deux qui marche. C'est pas gagné. Alors, je vais chercher des solutions, je vais m'intéresser à des solutions positives, donc u puissance θ, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je vais en fait... et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un problème où je fais la discrétisation en temps, et donc je vais faire lambda u égale, et on verra ici un f, on verra ce qu'il faut. Tout ce que je vous ai raconté sur les problèmes d'évolution marche aussi sur ces problèmes semi-stationnaires, dans lesquels je remplace le du sur dt par un terme d'ordre 0, et qui est, vous pouvez penser que c'est du 1 sur delta t, et que c'est une méthode de discrétisation implicite, ou un problème stationnaire. Donc ça, c'est une résolvante non linéaire, et c'est totalement identique au problème de Cauchy. Bien. Alors, si j'ai mis x sur x, c'est que ça va me permettre de chercher des solutions, et puis ce qui se passe près de 0, on s'en fout. Donc je vais essayer de construire des objets dans le complémentaire d'une boule. Ces objets, je vais les construire à symétrie sphérique. Bien. Ce qui posera la question de est-ce qu'en se restreignant à la symétrie sphérique, comme après tout je vais être, donc je vais être pour θ plus petit que d moins 1 sur d, comme a priori je vais être dans un régime où il n'y a pas unicité, c'est pas parce que j'exhibe des solutions aberrantes que je ne saurais pas qu'il n'y a pas une bonne solution ailleurs. Donc il va falloir faire un peu attention à ce point-là. J'y reviendrai. Mais en tout état de figure, si on pouvait pousser la théorie, c'est-à-dire contrôler la masse, on aurait l'unicité. Si f est à symétrie sphérique, l'équation étant invariante par rotation, la solution serait à symétrie sphérique. Donc, si j'ai un problème avec les solutions à symétrie sphérique, ça prouvera bien que je ne contrôle pas la masse. Bien. Parce qu'autrement, toutes les autres hypothèses sont bonnes. C'est W1, c'est tout ce que vous voulez. Bien. Alors, symétrie sphérique. Alors, en symétrie sphérique, donc je baptise R égale valeur absolue égale norme euclidienne de X. Et donc, j'ai un lambda U de R, qu'on regarde l'équation, plus ou moins, je ne sais toujours pas lequel c'est. X sur X fois gradient Uθ, c'est Uθ prime, c'est la dérivée par rapport à R. Et puis j'ai la divergence de x sur norme dx fois uθ, c'est-à-dire toujours plus ou moins, et ça fait d-1 sur r, u puissance θ.
égale f. On va voir. Et puis en fait, je vais prendre f égale à 0. Donc c'est comme si on était en train de résoudre un problème de Dirichlet pour x r supérieur ou égal à 1. Je veux surtout vous convaincre de voir que les puissances jouent un rôle. Ah bien, pour U, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher C divisé par R à la puissance alpha. Bon, pourquoi? Parce que ça, en longueur de R, ces deux trucs, ils ont la même homogénéité. Et donc, je sais que je devrais pouvoir trouver, en tout cas au moins pour l'un des signes, trouver des solutions comme ceci. Enfin, pour les deux signes, mais il n'y en a qu'un qui va me donner un truc qui décroît à l'infini, parce que je veux quand même des U qui tendent vers 0 à l'infini. Bien. Alors, faisons le calcul. Calcul, somme toute, raisonnable. La constante C, qui pourra ajuster les constantes si tout le reste marche, grâce à la différence d'homogénéité, θ étant plus grand que 1, plus petit que 1. Donc il y a un C puissance θ en facteur de tout. Ça, c'est les constantes. Qu'est-ce que j'ai en puissance? Ici, j'ai R à la puissance moins alpha θ, que je dérive une fois. Ça me fait donc du R à la puissance alpha θ plus 1. Un facteur de quoi? Bien, certainement de D-1. Et puis de quoi? Bien ici, de alpha θ. OK? Bien. Et donc, vous voyez comment ajuster les choses, et vous pouvez toujours le faire essentiellement quel que soit le signe, de D-1 plus alpha θ en choisissant plus ou moins. Bien. Le truc qui est important là-dedans, c'est qu'est-ce que ça vaut alpha? Alpha, il doit vérifier que alpha est égal à alpha plus θ, c'est-à-dire alpha égale 1 sur 1 moins θ. Regardons qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait θ égale d-1 sur d. Si θ est égal à d-1 sur d, 1 moins d-1 sur d, ça fait alpha est égal à d. Donc dans le cas limite où on sait qu'on a l'unicité, ben on a un truc qui est assez ambigu parce qu'on a du 1 sur r puissance d qui est presque intégrable. Ce n'est pas un contre-exemple à ce qu'on a fait, mais parce qu'on n'a pas le droit de regarder cette fonction-là. Donc on sent bien que c'est fin. Mais en tout cas, si θ est plus petit que d-1 sur d, eh bien le alpha, donc avec un moins c'est décroissant, avec l'inversion c'est croissant. Ça c'est une fonction croissante de θ. Donc ça veut dire que alpha est plus petit que d. Et donc cette fonction qu'on exhibe, elle n'est pas dans L1. Je résous le problème de Dirichlet à l'extérieur de la boule de rayon 1 avec 0. Ben, je m'attends, si la théorie L1 fonctionne, à avoir une borne L1. Eh ben, je ne l'ai pas, ce n'est pas intégrable. Donc je suis mal barré pour contrôler la masse à l'infini puisque ce n'est pas intégrable. Entre guillemets, la solution n'est pas intégrable. Parce que j'ai un petit cercle vicieux de raisonnement là-dedans, c'est quand je dis la solution, ça veut dire que j'applique des théorèmes et je n'ai pas les hypothèses pour les appliquer. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? On dit que si on a un contrôle de la borne L1, on a une unique solution. Elle est donc asymétrie sphérique. Si elle était asymétrie sphérique, pourquoi est-elle égale à celle-là? Je n'ai pas l'unicité. Oui. Mais je peux changer de norme, c'est-à-dire que maintenant, je peux regarder cette équation pour R supérieur ou égal à 1 et dire que j'ai l'unicité pour cette équation. Unicité dans L1 de 1 à l'infini.
pour R supérieur ou égal à 1. Je regarde ça maintenant comme un problème en dimension 1. Et vous voyez que alpha égale 1 sur 1 moins θ, c'est certainement suffisamment de décroissance. Pour θ égale d moins 1 sur d, on est proche de d. Donc même le d, la dimension 2, c'est du r carré. Donc c'est certainement intégrable par rapport à r. Là, on a unicité dans L1 de 1 à l'infini. Donc dans les fonctions radiales, on a de l'unicité. On a de l'unicité, mais vous voyez que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça veut dire qu'on est en train de travailler dans RD avec des poids. Puisque ça veut dire donc que je suis en train de travailler dans L1 de RD, mais avec un poids qui est du style 1, donc 1 sur 1 plus x à la puissance d moins 1. Bon, alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je ne le ferai pas et je m'arrête là. C'est-à-dire que oui, on a travaillé dans L1, mais en fait, on s'en fout de L1. L1, c'est important quand on a l'invariance par translation. C'est important qu'on a un f de u. Donc, quand il y a un f de x de u, bah, j'ai rompu l'homogénéité de l'espace, et donc je pourrais m'amuser à regarder les théories dans L1 avec un poids. Et ça va changer toutes ces questions-là. Ça va décaler les décroissances parce qu'on change le volume. Enfin, je ne veux pas employer des mots de géométrie, mais on change la notion de volume. Bon, et que quand on parle d'aspect conservatif, on est quand même en train de faire des bilans sur des volumes, et que donc de quel volume il s'agit lorsqu'on les quantifie, ça a du sens. Bon, alors la vie est courte, se trimballer dans des espaces à poids, etc. Je me contente d'esquisser une direction en laissant libre tout auditeur présent ou futur sur le web d'explorer ce genre de questions qui est quand même totalement naturel. Mais plus du tout d'actualité à mon âge. Alors donc, ceci pour conclure le récapitulatif, et en fait ce que l'on voit, c'est que θ égale d moins 1 sur d est bien le cas limite. Donc effectivement, j'avais l'intuition que ça ne pouvait pas marcher pour tous les f n'importe comment. Cette intuition était fausse en dimension 1, mais elle est heureusement valable en dimension grande, sinon commettre des erreurs ne me démoralise pas, avoir des moments d'intuition fausse, ça j'aime pas. Donc tout va bien. Vous en moquez, mais pour moi c'est important. Bien. Fin de l'aparté introspectif. Donc je reprends sur les solutions conservatives. Alors, sur les solutions conservatives, j'imagine que, vu le temps qui s'est écoulé, on ne sait plus du tout de quoi, vous ne savez plus du tout de quoi il s'agit. Moi-même, responsable du cours, je sais à peu près de quoi je parle. Ne le répétez pas surtout. Donc, des du sur dt plus divergence de f de u, je vais mettre f de u, on pourrait mettre un f de x et de u, maintenant on sait tout, vous savez tout, et même plus que ce que vous vouliez savoir, pour des dépendances en x, donc ça je vais oublier. On va être dans un domaine, le plus souvent je prendrai d égale moins l'infini 0 si on est en dimension 1, ou d égale x1 négatif si on est dans RD. Ou sinon, ça sera un ouvert borné régulier. Donc en fait, tout marche pareil, mais
Dans l'ouvert borné régulier, uniquement quand on fait des intégrales près du bord, bah, c'est plus long à écrire, donc c'est plus simple de faire un demi-espace. C'est uniquement de la flemme. Bien. Éventuellement, on rajoute un moins epsilon laplacien U. Je le mets entre parenthèses. OK. Et dire que c'est des solutions qui sont conservatives. Je vais d'ailleurs, pardonnez-moi, chercher des fonctions qui sont continues en temps à valeur dans L1 inter L infini. Dire qu'elles sont conservatives, lorsque je rajoute un epsilon et que je m'attends à avoir des solutions régulières, cela consiste à dire que moins epsilon du sur dn plus f scalaire n est égal à 0 sur le bord de D. Le bord de D, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la normale unitaire extérieure. Ici, il y a D. Donc, lorsqu'on est en dimension 1, la normale, c'est 1, plus 1. Lorsqu'on est en demi-espace, la normale unitaire extérieure, c'est le vecteur E1, c'est le premier vecteur de la base canonique. Et cette condition, en tout cas lorsque epsilon est positif, cette condition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le flux total de l'équation sur le bord est nul. Et donc ça implique que tout est conservé. Cela implique, c'est comme du Neumann, si vous n'aviez pas F, ben, ce serait une condition de Neumann pour le Laplacien, pour l'équation de la chaleur. Donc c'est ça qui est l'analogue des solutions conservatives. Ben oui, Neumann conserve la norme L1. Enfin, l'intégrale. Norme L1, ça dépend si la solution est une constante ou pas. Donc, où est-ce que j'en étais? J'étais en train de dire que ceci est conservatif. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que d sur dt de l'intégrale de u phi moins intégrale de f de u gradient phi plus epsilon gradient u gradient phi est égal à 0, quel que soit phi appartient à C infini sur le domaine fermé à support compact. Enfin bon, ça s'annule à l'infini, mais ça ne s'annule pas nécessairement au bord. Et quand je fais l'intégration par partie, ben, je m'en moque de ce qui se passe au bord, c'est pas grave. Parce que le flux total est nul. Bien. Donc, première question, c'est est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là à epsilon positif? Est-ce que ce problème est bien posé? Y a-t-il unicité? Y a-t-il existence? Y a-t-il des bornes indépendantes de epsilon? Et qu'est-ce qu'on récupère s'il y a des bornes? Lorsqu'il y a des bornes. Quand epsilon tend vers 0. Voilà la liste des questions que l'on doit regarder. Que dire d'autre là-dessus? Oui, je vais dire quand même un petit quelque chose. C'est que quand epsilon tend vers 0, formellement, très formellement, on s'attend que lorsque ça si ça reste borné, on s'attend à avoir que f scalaire n est égal à 0 au bord. Prenons un exemple. Prenons le cas de la dimension 1. OK? Donc, bien. Donc, c'est grosso modo de dire que f de u est égal à 0. Alors déjà, si f s'annule pas, on est plutôt mal barré, formellement. Donc on sent bien qu'il va y avoir des conditions. Il va falloir faire des hypothèses sur f pour qu'il y ait des solutions. Ensuite, on a envie de dire, mais génériquement, il y a un nombre fini de valeurs possibles pour u au bord.
du style f pourrait s'annuler, pensez à 1 moins u carré, pourrait s'annuler en u égale moins 1, u égale à 1. Et donc ça veut dire que la condition aux limites est quand même vachement bizarre, si vous me permettez la familiarité. C'est qu'on vous dit que u vaut 1 ou peut-être moins 1. Mais comment c'est choisi? Curieux mystère. Ce que l'on verra, c'est qu'en fait, c'est un problème qui est bien posé, lorsque la solution existe. Parce qu'en fait, c'est indétermination de ce que l'on prescrit réellement au bord. Bon, déjà que pour une équation hyperbolique, prescrire une valeur au bord, c'est un peu compliqué. Mais même admettons qu'on ait des bornes BV, qu'on sache définir la valeur au bord, etc. À ce moment-là, on aura f de u égale à 0. La moralité, alors il y aura énormément de boulot à faire, mais la moralité, c'est que ça suffit. Pourquoi ça suffit? Donc, c'est se dire, il y a une chance que ça marche. Donc, la remarque formelle doit marcher, même pour epsilon égale à 0, parce que si vous avez des solutions entropiques, après doublement de variables, ce qu'on démontre, c'est que d sur dt de u moins v plus divergence en x de f de u moins f de v, fonction indicatrice de u plus grand que v, est inférieur ou égal à 0. On est d'accord. Mais maintenant, j'intègre ça sur le domaine. Le d sur dt de l'intégrale de u moins v+, c'est ce que je veux. Avec, disons, si on sait qu'on a des solutions BV, donc on a une trace inférieure, intérieure, etc. Qu'est-ce que je récupère? C'est une divergence, donc je n'aurai pas de terme de volume, j'ai qu'un terme de bord. Et ce terme de bord, quel est-il? C'est l'intégrale de f de u moins f de v scalaire n, fonction indicatrice de u plus grand que v. Et ça, c'est sur le bord, ds. Et tout ça, c'est négatif ou nul. Mais ça vaut 0, puisque f de u vaut 0, f de v vaut 0. Donc j'ai besoin de rien. Donc je n'ai pas besoin de prescrire totalement de quel 0 il s'agit, en tout cas formellement. Donc la moralité, c'est que, bon, évidemment, si la vie était aussi simple avec les lois de conservation, ça se saurait, mais bon, si on a une estimation BV, on n'est pas loin d'une vraie démonstration, là. Donc, mais cela dit, il y a plein d'étapes. Il y a, est-ce que j'ai des solutions BV? Si j'ai des solutions BV, j'ai dit, je m'attends à ce que f de u soit égal à 0. Ça n'a rien d'évident. Absolument rien d'évident que la limite de cette condition aux limites, je puisse passer à la limite. Ça, c'est vraiment des estimations très fortes sur u. Donc je donne cet argument, non pas parce qu'on retrouvera un parfum de cet argument à la fin, je veux dire la semaine prochaine, dans la première partie du cours de la semaine prochaine. On retrouvera un parfum, un peu du parfum de cet argument pour conclure sur l'unicité, mais c'est pour nous dire, oui, il y a un espoir que ça marche bien. Deuxième raison pour qu'il y ait un espoir que ça marche, c'est le fait que ce problème-là, s'il admet une solution, la solution est unique, quel que soit le flux. Donc je vais néanmoins supposer que les f sont localement lipschitziens. Là, j'en ai besoin pour l'argument qui va suivre. Donc la deuxième remarque, ou c'est une proposition, lorsque epsilon est strictement positif, il y a unicité des solutions, disons, régulières du problème. Oh, il y a même plus que l'unicité, mais ça, on a de la comparaison L1, on a tout ce qu'on veut.
Bon. Alors, je vais faire plusieurs arguments différents. Ouais, ça doit marcher. Je vais faire un argument dont je suis sûr et tenter un argument dont je suis moins sûr. Levant les yeux au ciel, j'essayais non pas de prier pour que l'argument soit correct, c'est pas tout à fait mon genre, mais essayer de vérifier que c'était correct. Il me semble que oui, mais je ne garantis pas tout à fait. Alors, le principe du maximum, là-dedans, il est un peu dangereux. Et là, il faudrait que je vous explique bien quelque chose. C'est que lorsque on a une équation à principe du maximum, avec principe du maximum à l'intérieur, formellement, c'est-à-dire une équation qui correspond à dire que penser qu'elle est linéaire, ce n'est pas un problème équation linéaire, par exemple. Donc le principe du maximum pour une équation linéaire, c'est que si on a toutes les données sont positives ou nulles, la solution est positive ou nulle. Si de tous les côtés on chauffe une pièce, la température est plus grande que 0. Si on a normalisé la température nulle, l'absence d'aucune chaleur. Donc une source positive ou négative. Bien, donc équation avec principe du maximum linéaire, et ce qui est connu, c'est que, par exemple, l'équation de la chaleur, que je viens de mentionner de manière très légère. Quelles sont les conditions limites qui satisfont ce principe du maximum? Ça veut dire je prescris la température au bord. Si la température est au bord, c'est clair que la température restera positive si je chauffe initialement. Bien. Plus intéressant pour nous, c'est la condition de Neumann, du sur dn égale à 0. On sait que ça préserve aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur, donc on chauffe initialement, ok, la température est positive. On sait aussi que ça va marcher pour les conditions qu'on appelle souvent de Robin, en bon français, comme Robin des Bois, et malheureusement c'était un Écossais, donc on devrait dire Robin. Donc du sur dn plus AU égale à 0 lorsque A est positif ou nul. Donc, le principe du maximum pour une équation linéaire, c'est pour cette condition du sur dn plus AU égale à 0 lorsque A est positif ou nul. Et si A est trop négatif, on peut casser le principe du maximum. Alors, comment on s'en convainc? Donc, plutôt que de tout mettre positif, je vais tout mettre négatif. Je préfère ces signes-là. Donc, si je suppose que la condition initiale est négative, j'ai l'équation égale à 0. Et je suppose que le maximum en un certain point est strictement positif, en un certain temps. Le problème, c'est qu'en un certain temps, ça se passe en un point du bord. Je vous montrer que U est négatif ou nul. Bon, qu'est-ce qui se passe si on est sur le bord? U atteint son maximum au bord, donc ça veut dire qu'il est en train de croître. Ça veut donc dire que la dérivée normale est positive ou nulle. Et vous voyez bien que si A est positif, U étant positif, c'est l'hypothèse par l'absurde, on raisonne ça par contradiction, on suppose que le point de maximum est strictement positif, on a un truc positif ici, on a un truc positif, ça veut dire que tout est nul et on a essentiellement une contradiction. Donc les bons signes qui sont compatibles avec le principe du maximum, c'est D sur dn avec n extérieur, plus un terme A positif. Si au lieu de AU, vous avez A de U, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut que A soit croissante. A' positif. C'est le même argument. OK.
Donc, lorsque je regarde ici, si je voulais simplement appliquer le principe du maximum pour démontrer l'unicité par ce genre d'argument, il faudrait que je dise que la dérivée par rapport à U de ce flux-là est une fonction croissante. Bon, si je suis en dimension 1, donc la remarque, c'est que donc l'unicité est classique si, comme j'ai un moins devant, il faut changer f en moins f. Donc c'est si moins f en dimension 1 prime est positif, en tout cas sur l'intervalle contenant les valeurs de U et de V. Si U et V sont deux solutions, on saura que U est égal à V. En dimension supérieure ou égale à 2, si c'est x1 négatif, ben, ça sera moins f1' positif. Et de manière générale, cela sera que f de x et de z' scalaire n de x est positif ou nul pour un domaine quelconque. J'ai rajouté la dépendance en x, parce que si vous avez un domaine qui est borné et que vous ne mettez pas de dépendance en x, vous n'avez aucune chance que cette hypothèse soit vraie sans que f soit trivial. Parce que n va couvrir toutes les directions. Et donc en particulier, si vous avez n et que le domaine est régulier, moins n est aussi une normale à un autre point. Donc si f est indépendant du point, ça veut dire que f' est positif et que f' est négatif. Ça veut dire f' égale à 0, ce qui n'est pas un cas très intéressant. Okay. Bon. Donc ça, c'est le cadre classique. Si on regarde des équations semi-linéaires de chaleur semi-linéaire, on va dire qu'il y a unicité. Si on a cette hypothèse-là, totalement classique, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça pour ce type d'équation, parce que ça, c'est exactement le flux qui correspond à l'équation. Et ça suffit pour l'unicité. Alors, on va voir ça. On va le voir par une démonstration directe, et ça aussi c'est crucial, et puis en tentant une démonstration L1. La démonstration directe, on a deux solutions, elles sont régulières, U, V. Deux solutions. Bon, j'en déduis donc que d sur dt, tout est très régulier, que d sur dt de U moins V plus oui, de valeur absolue de U moins V ou de U moins V plus. Ouais, je vais mettre valeur absolue de U moins V. Plus divergence de x d'un certain champ de vecteurs b de x fois U moins V, moins epsilon laplacien U moins V, et négatif ou nul. Non, je ne vais même pas mettre de valeur absolue, sinon je vais compliquer inutilement les choses. U moins V. Donc je fais la différence des équations, et j'ai ceci, juste en écrivant que B est égal à f de U moins f de V divisé par U moins V. La belle affaire. Comme f est lipschitzien sur l'image de U et de V, B est certainement borné. Et la remarque que je vais faire, c'est que en dualité, d'une certaine manière, cette formulation-là, c'est la formulation duale de ce genre de problème, à ceci près qu'il est non linéaire. Donc j'ai entre guillemets linéarisé en regardant la différence de deux solutions. Et c'est la dualité de simplement la même équation, mais avec des conditions de Neumann.
Donc, on va essayer de voir ça. Je multiplie par une fonction phi test qui sera une fonction régulière du temps et de l'espace. J'en déduis donc que d sur dt de l'intégrale de phi fois u moins v moins l'intégrale de dφ sur dt fois u moins v, ça c'est le premier terme. U moins v, pardonnez-moi, mais je vais l'appeler W, on ne va pas se traîner cette notation tout le temps. W égale U moins V. Ok, donc ça, c'est simplement la règle de dérivation d'un produit. J'intègre ça par partie. Donc j'ai un terme de bord, et le terme de bord complet, c'est-à-dire le flux complet, c'est quoi? C'est B U moins V, moins epsilon d sur dn de U moins V, fois phi. Ça, c'est l'intégrale sur le bord de D. C'est le flux complet. Je fais des arabesques pour le dn. J'avais dit que ça serait W. Oh là, je commence à fatiguer là. dW sur dn. Donc ça, c'est simplement le terme de bord de l'intégration par partie. Okay. Les termes de volume, c'est l'intégrale sur D, okay, de BW gradient phi. Okay. Plus epsilon, l'intégrale sur D de gradient W gradient phi. Je prétends que ceci vaut 0. Pourquoi? BW, je reviens à ce que c'est f de U moins f de V. C'est simplement l'aspect conservatif. C'est totalement conservatif. Il aurait suffi que je soustrais les deux inégalités pour U et pour V à ce niveau-là. Donc je refais l'intégration par partie. C'est f de U moins f de V fois moins epsilon du sur dn moins dv sur dn fois phi, ça vaut 0, c'est exactement la condition aux limites. Je répète, il suffit de prendre cette formulation pour U, pour V, et de faire la différence à ce niveau-là. Donc ce terme-là, bien sûr, il n'y est pas. Et en revanche, de faire, là c'est écrit pour une fonction qui ne dépend que de x, c'est la variante pour une fonction qui dépend de t. Là, je n'y touche plus, parce que ce que vous voyez apparaître, bien ça, c'est l'expression de la dualité. Ceci, c'est une intégrale de W facteur de quoi? Bien, moins dφ sur dt, moins b gradient phi. C'est le terme qui est là. Et celui-là, si je fais l'intégration par partie, j'aurai moins epsilon laplacien phi. Et ça, c'est l'opérateur évidemment dual, à ceci près. Et c'est là où je parle de la dualité Senoman que j'ai un terme de bord. J'intègre encore par partie, et le terme supplémentaire, c'est epsilon sur le bord de D fois W fois dφ sur dn. Et donc, vous voyez bien que si ça définit la dualité, ça veut dire que dφ sur dn doit valoir 0. En d'autres termes, évidemment, il va falloir résoudre de manière rétrograde. Donc, je peux maintenant effacer. Si je résous une équation pour laquelle j'ai l'unicité, le principe du maximum, tout ce que je veux, si je résous l'équation duale, moins dφ sur dt, moins b gradient phi, moins epsilon laplacien phi, égale à 0 dans D, dφ sur dn est égal à 0 sur le bord de D, problème qui est parfaitement posé, c'est une équation de la chaleur avec un petit terme de convection. Eh bien, j'en déduis donc que d sur dt de l'intégrale de phi w vaut 0.
si je cherche à démontrer l'unicité, je sais que W à l'instant initial vaut 0, et donc j'en déduis que l'intégrale de W de grand T phi de grand T vaut 0. Unicité. Enfin, l'unicité, c'est l'hypothèse d'unicité, par hypothèse. Et ce problème-là, je peux le résoudre en choisissant un psi quelconque, fonction régulière, c'est infini à support compact dans des barres. Par exemple. Donc le phi de t là, bah, c'est mon psi qui est quelconque. Si je me donne un psi, j'ai un unique phi, mais en fait l'unicité je m'en fous, j'ai au moins un phi qui vérifie ça. Pour ce phi-là, j'ai cette intégrale, les conditions aux limites, c'est-à-dire l'aspect totalement conservatif, me donnent cette information. Donc ici, c'est un psi quelconque. Et une fonction W qui, contre n'importe quel psi vaut 0, bah, c'est W égale à 0. Donc, par dualité, le problème dual, c'est le problème de Neumann qui admet des solutions. Donc, c'est pour ça que j'introduis ce B, c'est pour avoir une équation linéaire. Mais vous voyez que l'aspect conservatif de cette équation, si on n'avait pas le F, ça serait Neumann, la conservative est dans Neumann, mais Neumann est auto-adjoint. En fait, si on était en linéaire, l'aspect conservatif, c'est l'équation de conservation de la masse associée par dualité à une équation de transport linéaire. C'est une duale d'une équation. Okay. Et donc, c'est plutôt le dual de Neumann qu'un Neumann généralisé. Et ce qui explique, comme c'est le dual de Neumann, qu'on puisse garder la positivité. Donc, j'aurai un terme linéaire, j'aurai un AU ici. Le A, je n'ai pas besoin qu'il soit positif ou négatif. La condition classique pour l'unicité de Robin, donc si je reviens en arrière, et quand je vous disais, si on a l'équation de la chaleur, si on a d sur dt de U moins Laplacien U, et je vais mettre ici un divergence de BU est égal à 0, et sur le bord, j'impose du sur dn plus AU est égal à 0. Ouais. Sur le bord, j'impose ceci. Donc, quel que soit B, si A est positif, il y a existence et unicité. Ça, c'est la théorie classique. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je prends A égale moins B, eh bien aussi, quel que soit B, il existe une unique solution. Bon, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez encore généraliser. Ce n'est quand même pas les conditions aux limites au bord qui m'intéressent pour des équations paraboliques, mais ça montre que oui, il y a de l'espace. Parce que là, on a grosso modo le principe du maximum en direct, et puis là, on a le principe du maximum en dualité. Bon, on peut faire plus général que ces deux choses-là, ce n'est pas le souci. C'est la structure que l'on a naturellement dès qu'on s'intéresse à cette notion de solution conservative. Donc je ne cesse d'être surpris que, malgré des décennies de travaux sur les lois de conservation, ce n'ait pas été étudié auparavant. Alors, donc ça c'est l'unicité. Je vous ai promis une autre démonstration, celle-ci plus hasardeuse. Donc je vais mettre autre démonstration avec un point d'interrogation. Donc c'est uniquement basé sur le fait que ça devrait marcher. Mais entre ça devrait marcher et ça marche, il y a une petite marge. On va bien voir. Autre démonstration. L'autre démonstration, c'est de dire, pour toutes ces équations, on a quelque chose qui est contractif dans L1. Bon.
Donc, on peut se poser la question de est-ce que oui ou non c'est contractif dans L1, et là, l'argument que j'ai fait ici montre que ça l'est, au moins formellement. Donc, question, c'est est-ce que cet argument peut être étendu au cas avec le moins epsilon laplacien? Mon Claude, je te vois compter avec ton doigt. J'ai fait une erreur de signe. L'existence pour le problème dual, B est seulement dans L infini. Oui. Il y a un demi-espace complètement ouvert à gauche. Oui. Donc c'est pas complètement trivial. Oui. Donc là, je néglige tous les comportements à l'infini. D'accord? Mais si B est borné, et comme si C infini à support compact, c'est trivial. Parce que B est quand même borné. Donc, les choses, on est dans des cas, passe derrière, là, il y a l'interprétation stochastique. Donc, si tu veux, tu contrôles complètement ton champ de vecteurs. Hein. Donc, là, pour le coup, je ne triche pas, il n'y a pas de difficulté. Et en fait, juste pour vous donner un ordre de grandeur, avec un B qui est borné comme ça, tu as droit à des croissances exponentielles sur psi à l'infini. Donc tu as énormément de marge pour avoir l'existence et l'unicité. Est-ce que tu as droit à plus que d'exponentielle, peut-être même un peu d'exponentielle à une puissance? Le carré, je ne sais pas. Oui, même le carré. Un petit carré, mais ça dépend de la taille. Donc là, j'ai énormément de marge. B, justement, est borné. J'ai supposé que F était lipschitien. Sinon l'argument s'effondre. Enfin, s'effondre. Sinon, c'est plus compliqué. Et puis, honnêtement, je n'ai pas regardé plus que ça. Mais là, non, je ne triche pas là. Donc, autre démonstration, cela dit, on est tous fatigués à la fin de cette séance. Donc, autre démonstration, j'essaye la contractivité. Donc, je sais, parce que ça, c'est des techniques classiques qu'on a de la régularité, et patati et patata, que divergence de x de f de u moins f de v, u moins... Bon, pas de raison, ça ne peut que marcher. U plus grand que v, c'est la méthode Coué, ça. Moins epsilon laplacien de u moins v+, eh bien, je vais savoir que ceci est négatif ou nul. On écrit l'équation pour u moins v, et puis on se sert de la régularité des solutions pour rendre un calcul formel rigoureux. Donc, ça, je qualifie ça de classique. U et v sont réguliers. Dans le cas où il n'y a pas la régularité, toute la difficulté, pour montrer l'unicité, l'idée du doublement de variable, c'est d'aboutir à cette inégalité sans avoir la régularité. Et en fait, on a besoin de la notion de solution entropique. Mais si on a la régularité, on a automatiquement toutes ces conditions d'entropie. Bien, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, on intègre. On intègre sur le domaine tout entier. On a la régularité, donc on n'a pas de souci à se faire, et c'est l'intégrale de u moins v+, et évidemment, il ne va y avoir plus qu'un terme de bord. Le terme de bord, dans le cas, c'était la démonstration formelle que j'ai faite, dans le cas où il n'y a pas de epsilon, le terme de bord, c'est du f de u moins f de v, f de u vaut 0, f de v vaut 0, il n'y a rien. Là, il y a du f de u, il y a du laplacien, etc. Et bien, on regarde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'intégrale de f de u moins epsilon du sur dn, moins f de v, moins epsilon dv sur dn, et le tout étant multiplié par la fonction indicatrice de u est plus grand que v. Pourquoi? Parce que c'est simplement de dire que d sur dn de u de moins v+, c'est d sur dn de u moins v fois la fonction indicatrice de u plus grand que v. Voilà. Et donc ça, c'est l'intégrale sur le bord. Ça vaut 0, ça vaut 0, fin de la démonstration. Donc la démonstration est triviale si on tente la contractivité dans L1. Et vous voyez bien que ce qu'il faut, c'est qu'on ait accordé le terme de Robin sur le bord avec la trace du flux sur le bord. Une fois qu'on a accordé les deux choses, c'est automatiquement conservatif et surtout contractif dans L1. Et on a un principe de comparaison. On a le principe du maximum.
au sens où c'est non linéaire. Si U0 est plus grand que V0, la solution U est plus grande que la solution V, et réciproquement. Voilà, donc ça termine complètement l'unicité. Ça ne démontre pas l'existence. Parce que l'existence, le fait que le problème soit éventuellement pas le bon signe au sens de Robin, ça ne va pas aider pour obtenir des bornes à l'infini. Parce que les bornes à l'infini, c'est quand même essayer de faire le principe du maximum. Et là, le principe du maximum, je prends une constante, la dérivée normale de la constante, ça vaut 0, mais ça, qu'est-ce que ça vaut? À peu près n'importe quoi. Donc en fait, on va essayer de comprendre quand est-ce que l'on peut dire que U est plus grand que M, et donc en fait, il y a derrière, caché derrière, la notion de sous-solution et de sursolution. Donc, et en fait, regardons un petit peu la démonstration. Faisons les choses à l'envers pour pouvoir formellement comparer. Qu'est-ce qu'il faut? On sait qu'avoir de bons résultats de comparaison, c'est pour U sous-solution et V sur-solution. OK? Et on aime pouvoir conclure qu'à ce moment-là, il y a une solution, que la solution est sandwichée entre la sous-solution, qui est elle-même plus petite que la sur-solution, et la solution est au milieu, entre les deux. Pour pouvoir conclure ici, on n'a pas besoin que ça soit, surtout qu'on a un négatif ou nul. On n'a vraiment pas envie que ça soit nul. Ce que l'on veut, c'est que ceci soit positif ou nul, cette intégrale. Et donc, vous voyez que la notion de sous-solution, pour être sûr que cette différence est positive, je vais dire que ça, c'est positif et que ça, c'est négatif. Comme ça, je vais être sûr que la somme est positive ou nulle. Et dire que c'est sous ou sur-solution, on sent bien que c'est donner un signe à cette quantité-là. OK? Donc, sous-solution, c'est avec f positif, avec moins epsilon du sur dn, mais en fait, vous voyez qu'il faut changer de signe. La bonne condition, c'est epsilon du sur dn plus f, moins f de u. C'est le moins f qui apparaît. C'est comme tout à l'heure avec l'argument pour Robin, f de u scalaire n inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la notion de sous-solution. Donc, il faut faire un tout petit peu attention aux signes. Vous voyez que j'aurais dû écrire plutôt cette identité comme étant epsilon du sur dn moins f scalaire n. Mais comme je vais faire tendre epsilon vers 0, écrire moins f scalaire n égale à 0, c'est quand même tordu. Mais donc attention aux signes. La bonne notion de sous-solution, c'est celle-ci. La bonne notion de sursolution, c'est epsilon dv sur dn. Donc maintenant, j'oublie tout ça. C'est une définition. Avec cette définition, on a la comparaison complète des sous- et des sursolutions, des solutions. C'est la démonstration que je viens de faire. Donc maintenant, je suis en ordre de bataille pour avoir des bornes à l'infini, pour comprendre l'existence et comprendre des bornes à l'infini indépendantes de epsilon. Ce que je ferai la semaine prochaine, puisqu'il est 10h59. Je crois que c'était déjà assez bien rempli pour aujourd'hui.